Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Élise. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Merci de m'accueillir et de me donner l'opportunité de raconter notre accouchement. Yes. Ta fille a quel âge aujourd'hui au moment où on tourne cet épisode? Elle va avoir 10 mois. Ouais, déjà. Ça passe trop vite. Ouais, dans 5 jours. Yes. T'as repris le travail ou pas? Non, pas encore. Donc tu profites d'elle à 100%. C'est ça. Super. Alors, comment ça s'est passé pour toi quand tu es tombée enceinte? Donc, c'était ta première grossesse, ton premier enfant. Oui, Comment ça s'est exactement. passé pour toi? Qu'est-ce que tu voulais pour ton accouchement? Alors, je voulais un accouchement le plus physiologique possible. Je voulais vraiment vivre ça à fond. Donc, je voulais le moins de médicaments possible. Je voulais quand même accoucher à l'hôpital parce que le côté accoucher à la maison me plaisait beaucoup, mais pas du tout mon mari. Et il y avait quand même une sorte de réconfort de se dire qu'en cas de problème, il pouvait y avoir le médical. Donc voilà. Donc on était vraiment parti sur un accouchement classique en maternité, mais le plus physiologique possible. D'accord. Comment ça t'est venu cette idée de vouloir accoucher physiologiquement? Pourquoi tu voulais pas de médication? Tu connaissais des gens qui l'avaient fait ou d'où ça vient? Alors non, je connais personne qui ait accouché sans péridurale, mais j'avais envie vraiment en fait de me connecter à mon corps, à mon bébé et vraiment de vivre ça pleinement en fait. Euh, je sais pas vraiment pourquoi c'est m'est venu, mais c'est vraiment ouais vraiment en fait dès le début de la grossesse, ça me paraissait une évidence quoi. Je voulais vraiment le plus simple possible quoi. Ok. Donc, comment tu t'es préparée pour ça? Est-ce que tu t'es préparée? Comment tu t'es préparée? Eh ben au début pas vraiment. Les premiers mois, j'ai juste profité de ma grossesse qui a été très très chouette. À part les nausées du premier trimestre, j'ai vraiment pas eu à me plaindre. Donc tranquillement. Et puis ensuite est arrivé le deuxième trimestre. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'accouchement parce que mine de rien, l'accouchement me faisait quand même très peur. Même si je voulais vraiment vivre ça à fond, bah ça reste un tout petit passage pour un gros bébé. Donc, donc j'ai un peu cherché sur les réseaux, un peu cherché sur Instagram principalement s'il y avait un peu des idées, des conseils, etc. Et je suis tombée sur toi. Donc, t'es Sur tombée sur le Naissance non challenge? violente et Ouais, ouais, non violente, pardon, et sur ton challenge qui commençait la semaine d'après, je crois bien. nickel. Donc, t'as Donc, je me participé suis au dit, c'est challenge? parti. Ça J'ai t'a plu le participé au challenge? challenge. Le challenge m'a beaucoup plu. Le fait que tu fasses des visios et tout ça, je trouvais vraiment génial ce côté si proche alors qu'on est toutes très loin. Hein. Et ensuite, à la fin du challenge, je me suis inscrite à Au programme ton programme. de petite naissance. Exactement. Est-ce que t'as fait d'autres choses à côté pour te préparer? Les cours de préparation avec ma sage-femme. On a fait aussi 2 cours de sophrologie ensemble. Mais je crois bien que c'est tout ce que j'ai fait. Ok. Oui, c'est tout ce que j'ai fait. Donc, t'as avancé dans le programme. Est-ce que ça t'a permis de prendre confiance par rapport à l'accouchement, du coup? Oui, beaucoup.
Ça m'a vraiment permis de relativiser, de comprendre aussi certaines peurs, des choses sur moi-même, de prendre du recul sur pas mal de choses, sur des peurs qui n'étaient pas les miennes, par exemple, qui étaient, par exemple, des peurs qui me venaient de ma mère, parce que elle nous a raconté à ma sœur et moi ses accouchements, et et c'est vrai que même s'ils se sont bien passés, elle a eu la péridurale, mais qui n'a pas fonctionné, donc elle a beaucoup souffert, ce qui est logique vu qu'elle n'était pas préparée du tout. Donc je pense que j'avais ancré en moi cette peur qui au final n'était pas la mienne en fait. Ok. Et toi, ton programme m'a permis de me détacher de tout ça et de ressentir mes émotions à moi en fait. Donc, quand la période de l'accouchement arrive, t'es à peu près sereine? Alors pour l'accouchement, oui. Ce qui m'angoisse, c'est que en fin de grossesse, j'ai développé du diabète gestationnel. Et donc, les médecins me mettent la pression pour pouvoir, pour devoir faire un déclenchement. Et, euh, et j'essaye de relativiser. Toi et les filles, vous essayez de m'accompagner là-dessus. Mais je le sais que les déclenchements, c'est plus douloureux, que c'est plus long, que c'est plus à risque de césarienne. Et donc, je recommence à angoisser parce que c'est plus l'accouchement que je voulais. Et puis, les médecins me font peur. Ils me disent que que ça peut durer jusqu'à 3 jours, et des choses comme ça qui, bah, à, à 2 semaines d'accoucher, angoisse, quoi. Ouais, carrément. Donc là se posent deux solutions, entre guillemets. Soit tu refuses le déclenchement, soit tu vas dans le déclenchement. C'est ça. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir le droit de refuser le déclenchement, malgré que toi, tu me dis que oui. Mais j'ai l'impression de pas en avoir le droit parce que comment ça s'appelle, la diabétologue et la sage-femme, je suppose, que je vois au rendez-vous pour le déclenchement, m'explique que mon bébé est macrosome, que c'est dangereux de rester plus longtemps, et elles font vraiment tout pour me faire peur. Donc elles réussissent à te faire suffisamment peur pour que tu acceptes le déclenchement. Et donc, je te laisse raconter comment ça s'est passé ce jour-là. Et donc, on arrive. Alors déjà, ils nous ont fait une petite blague d'abord parce que on a eu un premier rendez-vous. Donc, on pensait que c'était le déclenchement parce que c'est ce que le gynécologue nous avait dit, que j'avais vu en rendez-vous libéral, qui travaille à l'hôpital, mais c'était un rendez-vous à part. Il nous avait dit donc de venir ce jour-là pour le déclenchement. Et en fait, non, c'était juste le rendez-vous où ils m'ont fait très peur. Donc déjà, on s'était déjà préparé une semaine avant le vrai rendez-vous à ce que j'allais accoucher là ce jour-là. Et finalement, non. Donc, on est rentré à la maison avec nos valises dans le coffre et mon bébé dans mon ventre pour au final avoir cette angoisse d'attente encore une semaine de plus de stress, etc. Du coup, tu étais à combien finalement le jour du déclenchement? J'étais à 37 plus 2. Non. Enfin, non, 39? 38 plus 2. 38 plus 2, je sais plus. Oui, c'est ça, 38 plus 2. Ma sœur a raison. 38 plus 2. 38 plus ouais. 2. C'est vachement tôt, hein, 38 plus 2, ouais. Ok. Donc, heureusement qu'ils t'ont pas déclenché une semaine avant. Oui. Mais le gynécologue, lui, il voulait me déclencher même avant parce que pour lui, mes taux de diabète étaient... en fait, on n'arrivait pas à réguler mon diabète même avec l'insuline. Donc, pour lui, il fallait vraiment me déclencher tout de suite, que sinon, ça mettait mon bébé en danger de mort, quoi. Vraiment, c'était le sous-entendu. Ouais, mais 37, c'est vraiment très, très tôt. Enfin... c'est presque de la prématurité, ouais. Ouais, non. Ok, donc là, on est à 38 plus 2, t'as dit. C'est ça. Donc, on arrive le mardi matin et on nous installe... non, on arrive et on dit à mon mari qu'il doit rester dans la salle d'attente et on m'emmène.
Donc déjà, je suis pas hyper rassurée, gros stress. Je commence à même limite paniquer parce que commence pas très bien. Je veux pas qu'il soit pas là, quoi. Et donc on m'amène dans une pièce. Là, on m'explique que on va juste me mettre le tampon de prostaglandine et qu'ensuite mon mari va venir me rejoindre. Donc bon, déjà, je respire un peu plus, ok. Donc elle m'installe, je me change, elle me met le tampon, tout va bien. Mon mari arrive et puis on nous dit, bah maintenant on attend. Ok, bon, donc on attend. Et puis, donc il était 9h du matin. À midi, il s'est absolument rien passé. La sage-femme revient nous voir et nous dit que bah, pour l'instant, il se passe rien. Moi, je ressens rien, j'ai pas de contraction, rien du tout. Donc, elle nous dit, bon, ben, on va vous installer en chambre à la maternité et puis on va attendre. Et puis, bah, maintenant, c'est lancé et maintenant, voilà, il faut juste attendre. Ok. Bon, donc on nous installe en chambre de maternité. Et puis, ben, on fait ce qu'on nous a dit, on attend. Sauf qu'il se passe rien. Les sages-femmes viennent pas spécialement nous voir. On sait pas vraiment qu'est-ce qu'on doit attendre. Alors, on discute. On a même pris des jeux de société, donc on joue à des jeux de société. On s'occupe un peu. Mais, la chambre est petite, c'est quand même compliqué de marcher. Il y a encore un protocole Covid, donc on n'a pas vraiment le droit de sortir de la chambre et de se balader dans les couloirs. Donc c'est un peu compliqué. Et puis arrive un sage-femme qui me fait un monitoring qui est adorable et qui vraiment nous met en confiance, nous réexplique un peu plus les choses, il nous booste vraiment, il nous dit que ça va le faire, que lui il est là que jusqu'à demain et qu'il va rencontrer notre petite, qu'il est super impatient, enfin, et vraiment il nous booste. Cette petite elle va arriver cette nuit, ça va le faire. Donc ça fait du bien. On se remet, il lit mon projet d'accouchement et il me dit que tout est parfait, qu'il n'y a pas de souci, qu'on va faire tout ce qu'on peut pour que ça se passe comme je l'ai imaginé, à un ou deux détails près. Enfin, vraiment un super sage-femme. Et pendant le monitoring, non, je dis une bêtise. Il se passe rien ce jour-là. C'est le lendemain quand on m'a mis le gel. Attendez. C'était il y a 10 mois. Mais oui. Non, c'est ça. Pendant qu'il me fait le monitoring, au moment où il m'enlève tout ce qu'il y a sur le monito, je romps la poche des os. Donc on se dit super. Ouais, ça avance. Ça y est. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est en train de travailler, c'est en train d'avancer. La petite arrive. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Donc il nous remet un peu le monito et il m'explique que il va devoir me mettre une perfusion pour les antibiotiques parce que vu que j'ai rompu la poche des os, il va falloir quand même que j'ai des antibiotiques. Sauf que j'ai une très mauvaise expérience avec les perfusions, donc je sens vraiment ma colonne vertébrale hérissé. Ouais, voilà, se hérisser, le grand frisson de froid dans le dos à l'idée qu'il allait me piquer. Et surtout que les antibiotiques, normalement, c'est pas tout de suite. Enfin, normalement, c'était 6 heures après, ouais. Ouais. Même 6 heures, ça fait tôt, mais bon, oui. Et je sens presque, et j'entends ta voix dans ma tête, et je le sais que là, toute l'ocytocine que je viens de libérer en rompant la poche des os est en train de disparaître avec ma peur de la piqûre. Et je le sais, j'entends ta voix qui nous dit qu'il faut libérer l'ocytocine, que l'ocytocine naturelle, avec la poche des os et tout ça, je t'entends nous en parler dans ma tête et en même temps, je sens cette terreur de la piqûre.
Et je sais que ça va être compliqué. Et je pense que à ce moment-là, en fait, mon corps dit non, bah c'est bon. Finalement, je veux plus. Et malheureusement, bah, c'est ce qui se passe. Au bout d'1 heure, j'ai plus du tout de contraction. Il me pique, il me rate 2 fois, il finit par réussir à la 3e. Et puis voilà. Et puis 6 heures après, j'ai les antibiotiques et il ne se passe plus rien. La nuit se passe et il se passe rien. Le lendemain matin, on nous ramène en salle de travail pour me mettre du gel. Je crois que c'est de la prostaglandine aussi, hein. On me met donc le gel et puis on nous dit, bah maintenant faut attendre. Bon, bah on continue d'attendre. Sauf que bon, on commence à en avoir un peu marre d'attendre. Et puis je commence à vraiment me dire, bon, ben ils avaient raison, c'est 3 jours. Et en fait, je commence à vraiment faire tout ce qu'il faut pas, à vraiment me, ouais, me stresser, me mettre des mauvaises idées et ouais, je fais pas ce qu'il faut pour que mon mental aille avec l'accouchement qui se prépare parce que je suis dégoûtée de la situation en fait et j'arrive plus à surmonter le déclenchement, on va dire. Donc voilà, la matinée se passe, il se passe rien. J'ai pas une contraction, pas rien du tout. Début d'après-midi, alors entre-temps, ils m'ont ramené dans la chambre de maternité, hein. Début d'après-midi, on revient me chercher et on me dit, on va vous remettre une 2e dose de gel. Donc, je redescends. Là, je dis à mon mari, écoute, fais la sieste, hein. De toute façon, ce sera comme ce matin. Ils vont juste me mettre le gel et après, je dois attendre pendant 1 heure ou 2 avec eux. Donc, ça sert à rien que tu viennes avec moi. C'est pour que tu sois mal assis dans une chaise, au sens que tu sois là dans le fauteuil où tu es confortable, quoi. Donc, mon mari, il vient même pas avec moi pour la deuxième injection de gel. Mais vraiment, en fait, on est dépité. On est même plus dans la joie d'accueillir notre fille. On est vraiment en mode, ouais, bon, on verra quand ça arrive, quoi, mais on est vraiment blasé, quoi. Et là, quand je descends, en fait, donc je me retrouve dans la même salle que le matin. Et là, il y a une sage-femme qui rentre et qui me dit, toute souriante, toute gentille, et qui me dit qu'elle a lu mon projet de naissance, qu'elle a vu que je veux accoucher sans péri, oh là là, qu'elle adore les femmes qui veulent accoucher sans péri, que c'est génial, etc. Et elle me remet un peu la pêche et puis elle me dit, vous savez quoi? Même si c'est que pour la pose du gel, je vais aller voir si la salle nature, elle est ouverte. Et elle va voir. Et la salle nature, elle est dispo. Donc elle m'amène dans la salle nature. Et donc là, je vais dans la salle nature et puis je découvre donc la pièce qui est super chouette, effectivement, bien plus joliment décorée, etc. que les salles classiques. Et elle me remet en fait dans l'objectif d'accueillir ma fille, dans l'objectif de me surpasser, de faire ce que mon corps est censé savoir faire, etc. Et ça fait du bien. Donc elle me met le gel et je suis dans la salle nature, j'attends, mais j'attends plus blasé, j'attends ma fille. Vraiment, c'est à nouveau, j'attends ma fille. Cool. Et ça fait du bien. Ouais. Réveil des émotions. Oui. Bon, il se passe rien de plus, hein. Le gel fonctionne pas, mon col s'ouvre pas. Je suis toujours qu'à un doigt large, maximum. Enfin, ça, le travail avance pas. Donc, je suis un peu découragée, mais je suis quand même dans une meilleure optique. Je me sens quand même mieux et je suis plus blasée. Je suis quand même vraiment dans l'attente de ma fille qui arrive. Et, et puis bon, la fin d'après-midi se passe, la soirée se passe. Et puis bon, on finit par aller se coucher. Et vers minuit, je commence à ressentir une petite gêne dans le ventre. Et puis ça commence à me tirer un peu plus. Et donc là, je me dis,
je crois que j'ai des contractions. Et, et donc, je me dis, bah, ça y est, c'est vraiment le moment. Et mon mari dort à côté. Et j'ai pas envie de le réveiller parce que je me sentais juste en harmonie avec ma fille, quoi. Ça y est, c'est notre moment, ça va arriver. Alors, je lui parle, je me caresse le ventre, j'essaye de bouger, je me mets de la musique, de la méditation. Et je suis bien. Je suis vraiment bien et je commence à compter les contractions avec une application pour avoir un peu une idée. Et, euh, et c'est le meilleur moment de mon accouchement, en fait. C'est vraiment, je suis appuyée sur le lit et je sens cette vague qui arrive, comme tu nous avais raconté, et cette vague qui repart, et puis qui revient, et c'est magique. Et c'est vraiment magique, en fait, comme sensation, parce que oui, il y a une certaine forme de douleur, mais c'est pas comme quand on se fait mal. J'ai envie de comparer ça au tatouage, en fait. On sait pourquoi on a mal. On Mhm. le, on a, on a, on a mal, mais c'est pas une douleur. Vraiment, c'est une douleur qu'on a choisie aussi. Et, euh, et là, il se passe donc au moins 6 heures où je suis toute seule avec ma fille dans la semi-pénombre, semi-clarté de la petite veilleuse qu'on a amenée. Et je suis debout et je berce ma fille dans le ventre et je lui dis que c'est la dernière fois qu'on est comme ça, que dans quelques heures, elle sera dans mes bras et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment magique. Et puis ensuite, les infirmières arrivent, etc. Bon, entre-temps, mon mari s'est réveillé, a participé avec nous, évidemment, hein, mais bon, ensuite, le protocole recommence. C'est-à-dire qu'on me dit, bon, bah, vu que vous avez des contractions, on va vous descendre en salle de travail dans quelques heures. Et puis voilà. Et, euh, et puis, il y a le changement d'équipe vers 8 heures, il me semble. Et là, c'est le sage-femme homme qui est là et qui vient nous voir et qui me dit, parce que je commençais quand même à avoir les contractions qui étaient très rapprochées, elles étaient toutes les minutes. Mhm. Euh, donc j'avais une contraction toutes les minutes qui durait à peu près 30 secondes. Donc j'avais pas trop le Ouais, temps donc de. c'était bien parti là. C'est ça. Donc j'avais quand même de fortes contractions. Enfin, je restais beaucoup debout pour aider vraiment à la descente, etc. Mais bon. Mais j'arrivais à parler, je me sentais bien, etc. Et donc le sage-femme arrive et puis il me dit, ah ben, je vais aller vous chercher un ballon, comme ça vous allez pouvoir faire des mouvements sur le ballon, parce que sinon vous allez être trop fatigué de rester debout. Donc il va me chercher un ballon et il me dit, si vous voulez aller sous la douche avec le ballon pour avoir le jet sur le dos, pour vous soulager, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, etc. Donc c'est ce que je fais. Et pendant 2 heures, je suis sous la douche. Alors j'ai dû vider leur chaudière, les pauvres. Pas grave. Mais pendant 2 heures, je suis sous la douche, j'ai bercé sur mon ballon et c'est vraiment chouette. Avec mon mari à côté et vraiment, c'est super. Et puis on vient nous chercher pour aller en bas et puis dans la salle de travail, donc la salle normale. Et on me dit que bah, j'ai pas le droit de rester sur le ballon parce que c'est un déclenchement et que là, on va me mettre l'ocytocine. Et donc, ça fait 10 heures que je suis en travail. Donc là, on va me faire un toucher pour voir où en est mon col. Et elle me dit donc que je suis à 3. Et ça fait Ok. 10 heures que j'ai des contractions. Donc bon, je me dis, bon, c'est pas grave. Mon col s'ouvre pas très vite, mais il s'ouvre. Donc tout va Mhm. bien. Ouais. Et donc elle nous dit bah, que c'est pas possible de faire un monitoring intermittent, que c'est pas possible d'aller sous la douche avec leur monitoring,
et que sur le ballon, je peux pas y rester parce que si je bouge, le monitoring bouge et donc ils n'arrivent plus à capter ma fille. Et qu'ils sont obligés de capter ma fille en continu parce que vu que c'est un déclenchement avec ocytocine, ils sont obligés de vérifier son rythme cardiaque. Bref, elle recommence à me faire peur. Ouais, protocole et on oublie le projet de naissance, quoi. C'est ça. Et donc, je me retrouve allongée sur le dos, sur le lit, avec le monitoring et ma fille qui fait sa coquine et qui se casse de devant les capteurs toutes les 10 minutes. Donc que je bouge ou que je bouge pas, ça aurait rien changé. Elle avait pas envie d'être captée. Et au final, les heures passent et j'ai mal. J'ai très très mal. J'ai de plus en plus mal parce que sur le dos, je ne supporte pas les contractions. Et puis t'as de Et l'ocytocine en plus, donc c'est ça. t'as la poche des Et os percée, l'ocytocine était sur le dos. c'est ça. Tout ce qu'il faut pas, quoi. Pour Pas avoir des terrible. contractions qui sont pas trop douloureuses. Et Ouais. surtout, j'ai des contractions dans les reins. Donc, Ouais. allongée sur le dos avec les contractions dans les reins, c'est juste pas possible, quoi. Ben oui, en plus c'est complètement Voilà. contre-intuitif. C'est ça. Et j'essaye de faire un peu le dos rond, j'essaye de me mettre sur le côté, mais rien ne marche. Donc je finis par demander la péridurale parce qu'au bout de 4 heures d'ocytocine, je ne supporte plus les contractions. J'en pleure à chaque contraction qui sont passées à toutes les 30 secondes. J'en pleure. Mon mari essaye de me soutenir, mais je vois bien que lui, ça lui fait mal aussi de me voir dans cet état-là et de pas pouvoir m'aider et me soulager. Et donc, je finis par demander la péridurale. Donc ils viennent pour me poser la péridurale. Et la sage-femme qui vient, c'est pas la même qu'on a eu jusque-là. Je pense qu'il y a eu un changement d'équipe entre-temps. Et elle est très gentille. Elle me dit qu'elle a lu mon projet d'accouchement, elle comprend que ça doit pas être facile parce que je suis obligée de changer mes plans parce que c'est un déclenchement et pas un accouchement naturel. Enfin, pas dans le sens où c'est pas naturel d'accoucher par déclenchement, mais dans le sens où ça se fait pas tout seul. Pas physiologique, ouais. C'est ça. Et donc elle me dit qu'elle comprend, mais qu'elle est là, que ça va bien se passer, que ma fille arrive, et elle me remet un peu d'ocytocine naturelle, on va dire. Et donc elle me dit que c'est pas du tout un échec de prendre la péridurale parce que je le vivais vraiment comme ça. Déjà, mon corps voulait pas s'ouvrir. J'arrivais pas, j'étais pas capable d'accoucher naturellement. Je suis obligée d'être déclenchée. Et en plus, j'arrive pas à tenir et je suis obligée de prendre la péridurale. C'était vraiment le summum. Et donc, elle me rassure. Elle me dit que non, que c'est pas un échec, que j'ai déjà tenu 14 heures, que c'est déjà exceptionnel, que la moyenne, c'est quand même 15 heures d'un accouchement pour un premier. Donc là, j'ai tenu 14 heures. Si j'avais pu accoucher sans déclenchement, si ça se trouve, là, j'aurais déjà ma fille dans les bras. Et que c'est le déclenchement qui fait que j'y arrive pas, que c'est pas moi. Et elle me dit des choses comme ça, des choses qui me font du bien, que j'avais besoin d'entendre, en fait, sans savoir que c'était ces mots-là qu'il me fallait. Et vraiment, cette sage-femme est vraiment adorable, vraiment bienveillante. Et, euh, et donc, il me pose la péridurale, ça se passe bien. Sauf que il est 14 heures et mon corps est toujours ouvert à 3 ou 4, je crois. Donc, ça s'ouvre pas. Ça s'ouvre pas du tout. Et puis, on continue. Et puis, arrive 18 heures ou 18h30 et elle me refait un toucher vaginal. Donc, cette gentille sage-femme. Et elle me dit rien. Mais je vois bien qu'elle est pas satisfaite de ce qu'elle sent. Donc, je lui demande. Et donc, elle me dit, 5, que je suis peut-être à 4, 4 larges, mais qu'elle est vraiment pas sûre du large, quoi. C'est vraiment en insistant un peu, quoi. Donc, mon corps s'ouvre pas. Ça fait 19 heures presque 19 heures que je suis en travail. 2 jours de protocole. Enfin, je suis sur le 3e jour du protocole. Bon. Et puis là, elle me met une sonde urinaire et elle sort de la chambre et elle nous dit qu'elle revient.
Et là, je dis à mon mari, bon, je vais avoir une césarienne. Mon mari me regarde avec des yeux ronds. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle a rien dit. Je dis, ouais, mais elle vient de me mettre une sonde urinaire et elle l'a pas retirée. Donc, si elle me met une sonde à demeure, c'est que elle envisage la césarienne. Sinon, elle aurait juste vidé la vessie. Et mon mari est un peu surpris de ma logique. Et effectivement, quelques minutes après, elle arrive et avec le gynécologue. Et effectivement, ils nous disent que ben voilà, ça fait 3 jours, ça fait 19 heures et mon corps est pas du tout assez ouvert pour faire sortir bébé et que à 3 jours de poche des os ouvertes, ça commence à faire beaucoup. Donc, si ça nous convient, on va partir sur une césarienne code vert parce que ni moi ni la petite ne sommes en détresse, mais qu'il faut qu'elle sorte. Donc, ils nous disent ça avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse. Et puis, en fait, je pense qu'au fur et à mesure des heures qui passaient, mon corps l'avait compris sans même que j'y pense. Parce que quand il me le dit, en fait, c'est une évidence. C'est vraiment, oui, c'est logique. Allons-y. Et donc, mon mari lui dit, quand est-ce qu'on fait ça? Et là, le médecin, il lui répond, on prépare le bloc et on y va. Donc, bon. Et puis, là, s'ensuit le dernier combat, c'est-à-dire que est-ce que papa peut venir avec nous? Et donc là, donc on demande au gynécologue qui dit que lui, il n'y a pas de problème, que lui, il vient du Mali et au Mali, tous les papas assistent aux accouchements, c'est normal. Papa doit être là pour rencontrer son bébé, pour épauler maman, donc pas de souci, mais qu'il faut voir avec l'anesthésiste. Okay. Malheureusement, c'est l'anesthésiste qui décide si il veut ou pas qui est le papa. Bon, donc on attend que l'anesthésiste arrive, le gynécologue part. L'anesthésiste arrive, donc ils arrivent à 3 parce qu'il y a une étudiante aussi. Le chef de service, non, je dis une bêtise, ils sont que 2, c'est dans le bloc, ils étaient 3. Donc il y a l'anesthésiste et une étudiante. Et une étudiante en 7e année, hein, donc bon. Et donc là, il faut à moitié se battre avec l'anesthésiste parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait le papa, parce que c'est plus compliqué, il faut gérer le papa. Et puis, il faut demander au gynécologue. Donc, et donc, elle me dit cette phrase de madame, quand vous arrivez au bloc, vous demandez au gynécologue. Sauf que je sais très bien que si je demande une fois que je suis dans le bloc, c'est trop tard. Et donc là, on lui dit, ça tombe bien, on lui a demandé avant qu'il parte au gynécologue. Et il a dit oui. Et donc là, elle se retrouve piégée et elle est obligée de nous dire oui. C'est quand même dingue de dire non sur une césarienne code vert. Ça fait 3 jours que tu as des contractions. Enfin, je trouve ça vraiment abusé, quoi. Il n'y a pas vraiment de prise en compte de l'humain et de l'aspect j'accueille mon bébé dans un couple, quoi. Non, non, du tout. Elle avait juste pas envie, en fait. Ouais. Mais à tel point qu'ils ont donné une tenue de chirurgie à mon mari parce qu'ils avaient même pas prévu de tenue de bloc pour lui, etc. Donc, ouais. Donc ça doit vraiment pas être courant, en fait, que les papas assistent. Ça doit pas être courant que les papas assistent, du coup. Sûrement. Okay. Donc, c'est tout. Hein. Je pars au bloc et mon mari me rejoint quelques minutes après. Et là, arrivé au bloc, l'anesthésiste qui me dit, donc là, pour le coup, le chef de service, qui me dit que il va regarder un peu tout ça pour me faire l'anesthésie, donc augmenter la péridurale pour qu'on puisse me faire la césarienne. Donc, il m'explique tout, vraiment très gentil. Il explique aussi au papa en même temps. Enfin, il explique au papa où se placer pour pouvoir ne rien voir, mais être là pour moi. Enfin, vraiment super, le chef de service. Et puis là, en fait, il regarde ma main où j'ai le cathéter avec l'ocytocine de synthèse. Et puis, il me dit qu'il comprend mieux pourquoi est-ce que mon corps s'ouvre pas. Parce qu'en fait, j'ai la main qui a doublé de volume parce que le cathéter est mal posé, en fait, ou il a bougé, ou je sais pas. Mais en tout cas, ça va plus dans ma main que dans mes veines, quoi. Ah oui, donc en fait, l'ocytocine faisait pas effet. Pas totalement.
En fait, il me disait qu'il y a une partie de la poche qui allait dans ma main, donc c'est pour ça que j'avais mal à la main aussi. Mais donc, ça agissait, mais pas suffisamment pour totalement faire le boulot qu'il fallait, quoi. J'avais pas D'accord. la dent totale, quoi. Ok. Donc là, il m'explique qu'il va me repiquer, Hmm. donc je repanique. Et là, il voit sur les écrans, parce que je suis monitorée de partout, et il voit sur les écrans que j'ai une crise de panique un peu. Donc il me dit, oulala, on se calme, on se calme. Il me dit, vous allez même pas réaliser que j'ai piqué, que j'aurais déjà fini. Alors, je le crois qu'à moitié, hein. Mais bon, je me calme quand même. Et effectivement, j'ai même pas le temps de sentir qu'il a piqué, qu'il a déjà fini. Il ne m'a pas fait mal du tout. C'était trop bien. Et donc, au final, bah, il m'anesthésise. Et puis voilà. Alors, le chirurgien, il a un assistant. Et ce qui est génial, c'est qu'ils chuchotent entre eux. Ils parlent pas fort. Ce qui fait si on tend pas l'oreille, vraiment tendre l'oreille, on n'entend pas du tout ce qu'ils disent. Donc c'est chouette, quoi, parce que entendre, bah là, faut inciser, machin, truc, enfin, c'est incise, écarte, machin, c'est quand même pas hyper glamour. Donc là, c'est vraiment chouette parce qu'on n'entend rien du tout. On est vraiment juste tous les deux, mon mari et moi, assis sur un tabouret derrière moi, qui me caresse les cheveux et la nuque, et on est là tous les deux, on se regarde, et tout d'un coup, bah, on l'entend pleurer. Comme là. Bien chérie. Mon cœur. Oui, chérie. On rentre à la maison, mon cœur. On a les effets sonores en direct. C'est ça. Et donc là, on l'entend pleurer. Et donc, c'est un petit instant suspendu où, entre je saurais même pas dire combien de temps il s'est passé entre le moment où on a entendu son cri, son premier cri, et le moment où ils nous l'ont présenté. Mais ça a duré à la fois une seconde et à la fois plusieurs minutes, quoi, tellement c'était un moment suspendu hors du temps, quoi. Donc là, il nous la présente, on la regarde, et puis ben, elle est là, quoi, c'est elle. Et on a un peu de mal à réaliser, mais elle est bien là. Et puis l'infirmière, enfin la sage-femme la reprend, la nettoie un petit peu, lui fait les scores d'Apgar, tout ça. Puis la remet près de moi et nous la laisse quelques minutes comme ça près de moi. Alors je peux plier mon bras pour la serrer presque. Et je peux la regarder, son visage est vraiment tout près du mien, et je suis juste assez près pour pouvoir l'embrasser. Donc c'est vraiment bien. Et puis là, elle nous explique qu'elle va être obligée de reprendre la petite parce que malheureusement, il fait trop froid au bloc pour elle. Et donc, papa va venir avec elle, et que donc, ils vont aller tous les deux se poser dans une pièce, et que pendant ce temps, moi, on va me recoudre, et qu'ensuite, je les rejoindrai tous les deux dans la chambre. Et donc, ils partent. Donc, ma tension s'emballe, et je recommence à pas être bien. Je pense que mon cœur réalise que ma fille s'éloigne. Mon corps, pas tout à fait. et, et au final, l'anesthésiste étudiante vient s'asseoir là où était mon mari et me caresse les cheveux et commence à me parler tout doucement et à me rassurer et m'expliquer que c'est que 2 toutes petites heures, que je vais vite retrouver ma fille, que là, elle est avec son papa. Et elle m'apaise. Et puis, il me recouse. Et c'est long. C'est très long. Et puis ensuite, il m'emmène en salle de réveil. Et je suis avec cette étudiante dans la salle de réveil. Et donc, on passe les 2 heures ensemble à attendre que j'aille bien. Et elle me met de l'oxygène à un moment parce que mon taux d'oxygène descend quand même un petit peu. Donc, elle me surveille, tout va bien quand même. Et puis j'ai ce geste machinal de poser ma main sur mon ventre. Et là, gros choc.
parce que mon ventre a disparu, quoi. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, en fait, mon cerveau a réalisé que mon bébé avait disparu parce que j'ai vraiment eu un gros coup de panique alors que j'étais consciente que j'avais accouché, qu'elle était avec son père, mais mon corps pas trop. Et c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, quoi. Ok. Et là, il y a une sage-femme qui arrive et qui me dit que tout va bien pour ma petite, qu'elle est avec le papa et qui lui a donné son premier biberon. Je manque d'étrangler cette sage-femme parce que déjà que j'ai pas eu l'accouchement de mes rêves, je veux absolument allaiter. Et bon, après, c'est plus le sujet, mais le séjour à la maternité est un peu compliqué parce que ils veulent absolument que je la complémente avec du DPCM. Ils veulent absolument, ils veulent pas entendre que je veux l'allaiter exclusivement et que la montée de lait peut arriver au bout de quelques jours, etc. Et il faut encore se battre avec le personnel médical pour pouvoir avoir droit à ce qu'on veut, en fait. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué, mais bon, on finit par sortir de l'hôpital, arriver à la maison et voilà, on est avec notre bébé, notre petit bébé qui a bien grandi parce que maintenant, mademoiselle essaye de marcher. Donc, Comment ça s'est passé le après-accouchement? Est-ce que tu étais déçue? Est-ce que tu culpabilisais? Ou est-ce que tu étais dans l'acceptation? Comment c'était pour toi? Comme c'était alors, pas du tout l'accouchement que tu voulais à la base. les débuts ont été très difficiles. Mm. Dans le sens où déjà la cicatrice me faisait mal, même si le chirurgien a fait franchement un très bon travail parce qu'il a fait du surfilage. Donc je n'avais qu'un seul point. On voyait pas du tout les fils, il y avait vraiment qu'un seul point. Il a tout cousu de l'intérieur. Et donc j'avais quand même pas les agrafes, etc. Donc déjà tout ça, c'était déjà génial. L'allaitement s'est mis en place assez facilement, donc ça a amélioré la situation, on va dire. Mhm. Mais oui, j'étais en colère contre mon corps, j'étais en colère contre moi-même et de pas avoir su, de pas avoir réussi, de pas avoir fait ce qu'il fallait pour accoucher. Et j'étais en colère et petit à petit, encore une fois, grâce à toi, hein, j'ai pu aussi en parler avec les filles du groupe et extérioriser tout ça, extérioriser que ça venait pas de moi et pouvoir vraiment accepter tout ça et pouvoir aujourd'hui témoigner sans trop de larmes. Même En tout si, cas, comme, bravo, parce que c'est vrai que c'est une sacrée épreuve de vivre une césarienne alors qu'on a prévu un accouchement physiologique. Et d'ailleurs, tu me disais que toi, ce que tu avais apprécié aussi dans le programme, c'est que du coup, on continue d'être là. Enfin, tu t'es inscrite pour un programme pour accoucher sans péridurale, mais même avec un déclenchement, avec une césarienne et tout, on était quand même là. Enfin, on c'est ça, t'a pas viré c'est du ça. groupe, au contraire. Ouais, mais ça aurait pu, quoi, parce que clairement, on n'était plus du tout dans l'accompagnement que tu fais. Donc, ouais, j'avais presque peur, entre guillemets, oui, de, de plus être acceptée parce que moi, j'avais pas réussi. Moi, j'avais pas su. Et au final, non, j'ai accouché, je suis maman et le fait que ça soit une césarienne, un déclenchement ou une voix basse, au final, ça change rien. Ouais. Ça change rien à tout ça. Dans tous les cas, on est des mamans, on a accouché et voilà. Mm. Et C'est l'accompagnement du coup après la naissance qui t'a permis de prendre conscience de ça et de l'accepter? euh, oui et non parce que déjà quand on m'a annoncé que j'allais faire le déclenchement, etc. Parce que c'était pas une demande, c'était vraiment quand on m'a Imposé. dit que j'allais être déclenchée, le fait en fait que tu fermes pas ta porte et qu'au contraire tu me soutiennes et que puis j'étais pas la seule maman en plus à ce moment-là, il y avait une autre maman qui allait avoir une césarienne parce que son bébé était en siège, il y avait
il y avait une autre maman qui allait aussi avoir un déclenchement. Enfin, j'étais pas toute seule et tu nous fermais pas du tout ta porte. Au contraire, t'étais là pour nous accompagner aussi et pour nous aider à justement mieux le vivre et dépasser nos peurs et vivre le mieux possible cet accouchement très médical. Ouais. Oui, c'est pas facile. Donc, en fait, la suite m'a aidé à réaliser tout ça, mais dès l'instant où je t'ai dit que j'allais être déclenchée, en fait, t'as su être là pour moi. Ok. C'est important, je trouve. Au Oui. final, tu nous as pas dit combien pesait ta fille à la naissance, parce que tout ça a Oui. été provoqué par une estimation de gros bébé qui n'allait pas passer, qui allait être macrosome. Donc, macrosome, c'est plus de 4 Oui. kilos. Et combien elle Elle pesait? était donc un énorme macrosome de 3,540 kg pour 50 centimètres. Donc, elle n'était pas du tout macrosome. Elle n'était pas non plus en hypoglycémie. Enfin, toutes les choses qu'ils ont dit pour nous faire peur n'étaient pas du tout fondées au final. Donc, c'était d'autant plus culpabilisant en fait pour moi d'avoir accepté et de les avoir écoutés parce que parce qu'au final, bah, tout ce qu'ils avaient dit s'avérait faux. Donc, c'était d'autant plus dur à accepter cet accouchement parce que bah, elle aurait été macrosome. Je me serais dit, bon, ben voilà, ça s'est passé comme ça, mais c'était pour la bonne cause. Alors que là, ben, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a volé mon accouchement. Et c'est vraiment ça, en fait. J'ai vraiment eu cette sensation on m'a volé mon accouchement, on m'a volé ma fille pendant 2 heures, on m'a volé la première tétée, on m'a volé les 2 premières heures de sa vie. Et ça, c'est encore difficile. Ça, c'est encore difficile à vivre parce que bah, aujourd'hui, je suis H24 avec elle. Elle va avoir 10 mois. Va falloir que je reprenne le travail dans un peu plus d'un mois et demi. Et c'est vraiment difficile. Et ça, c'est encore du travail que je dois faire sur moi pour passer ce cap de c'est bon, elle est là, je suis avec elle et je l'ai pas abandonnée. Et, et même si j'ai raté les 2 premières heures de sa vie, c'est pas grave parce que j'ai tout le reste de la mienne pour vivre avec elle. Mais oui, complètement. Les petits cris de contentement qu'on entend. Avec le recul, du coup, si tu avais su tout ça, si tu avais su déjà à l'avance que ça allait se passer comme ça et que finalement c'était pas un bébé macrosome, t'aurais refusé le déclenchement ou pas? Je pense, ouais. Ouais. Je pense que j'aurais refusé le déclenchement et elle serait née au moins 15 jours plus tard. Et ce serait un bébé de Noël au Nouvel An. Ouais. Et je pense que malheureusement, ça fait partie des choses qui ont fait que ils ont insisté pour le déclenchement. C'est que bah, Complètement. les fêtes de fin d'année approchant, ils n'avaient pas envie d'avoir beaucoup de mamans en même temps sur ces jours-là, puisque c'est des jours fériés, et que donc bah, ils n'ont pas envie d'avoir du personnel à rappeler, etc. Ce que je comprends en tant qu'être humain, mais que je comprends pas en tant que femme accouchante. Ouais, et puis c'est dégueulasse en fait. Enfin, Bah, c'est ça. En fait, je comprends la logique en tant qu'être humain qu'on n'ait pas envie d'être rappelé alors qu'on bosse pas, qu'on n'ait pas envie d'avoir énormément de boulot en ces jours de fête, etc. Mais à un moment donné, bah, c'est le boulot que tu as choisi, quoi. Donc, tu sais qu'il y a des Noëls que tu vas rater, etc. oui. Tu Donc, sais que t'es de garde ce jour-là et voilà. Et en plus, enfin, tu dis que tu le comprends en tant qu'être humain, mais en tant qu'être humain, je veux dire, ils t'ont quand même fait archi peur pour que tu acceptes le déclenchement qui, a priori, c'était quand même peut-être bien plus. En tout cas, il y avait une part pour la gestion du planning. oui, oui. C'est pas très humain, quoi. Est-ce que tu aurais un dernier petit conseil à donner aux mamans à qui on annonce que leur bébé est macrosome et qu'il faut qu'elle soit déclenchée à long terme? Bah, en fait,
c'est compliqué de donner un vrai conseil sur le déclenchement parce que c'est un acte médical. Donc, c'est vraiment propre à chacune. Et dire aux mamans qui vont se retrouver dans ma situation, leur dire refuser le déclenchement, c'est compliqué parce que si jamais il se passe quelque chose, parce qu'on n'a pas tous les éléments médicaux, ben on l'a sur la conscience. Alors que moi je dirais, il faut faire confiance aux docteurs parce que ils savent quand même ce qu'ils font, mais avec un certain recul. Il faut se renseigner, il faut se documenter, il faut voir des doulas, voir des sages-femmes, des personnes qui vont être bienveillantes et qui vont pouvoir nous guider et nous accompagner sans nous conseiller réellement en nous donnant leur avis. Essayer peut-être une deuxième maternité avec un deuxième avis médical si c'est possible. C'est ça, je pense que c'est une meilleure solution que de dire vraiment aux mamans ne faites pas de déclenchement. Oui, oui, on peut pas. Parce que ça peut trop être dangereux s'il y a vraiment une vraie raison médicale derrière. Donc ouais, pour moi, c'est demander un deuxième avis. C'est une bonne idée, ça, de demander un deuxième avis. Pas toujours facile, mais ça peut être une bonne idée. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment ça le meilleur conseil, entre guillemets, que je peux donner. C'est vraiment ça. Essayez d'avoir un deuxième avis et quitte à repasser une échographie pour qu'il vous prouve que votre bébé est macrosome, que vous n'avez pas assez de liquide amniotique ou que sais-je encore. Parce que c'est trop important, en fait. On oublie trop d'écouter les mamans. Et en fait, quand on est au moment de l'accouchement, et enfin dans la généralité de la grossesse de toute façon, mais quand on est au moment de l'accouchement, ils oublient qu'on est des humaines en fait, et que derrière notre gros ventre qui va expulser un petit bébé, bah il y a une femme qui a des envies, qui a des besoins et qui surtout a un passif. Donc c'est important, je pense, au personnel soignant en fait d'écouter plus les femmes derrière leur gros bidon et essayer nous en tant que femmes d'avoir un deuxième avis pour vraiment prendre les décisions qui s'imposent en toute connaissance de cause et pas juste par peur. Merci beaucoup Élise pour ton temps. Merci pour la patience d'Athénaïs. Là ça va mieux. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci.